passé une bonne semaine sur les marchés? Ça a été tranquille, n'est-ce pas? Évidemment que non, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité aux États-Unis, en particulier avec les décisions de la Maison-Blanche. Puis ça a un impact. En fait, ça a un impact sur les marchés. Puis lorsqu'on compare le premier mandat de Donald Trump par rapport au deuxième mandat, on voit vraiment qu'il y a un écart. Euh, L'arrivée de Trump lors de son premier mandat a créé un phénomène qu'on a appelé ultérieurement le Trump Rally. Donc, au moment où on se parle, dans la même période, le marché serait en hausse de 5 Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est même en bas de moins 5, on est à moins 6, moins 7 Puis au moment que j'enregistre cette vidéo, je me demande où le marché va être au moment que vous allez le regarder ce dimanche. Mais c'est un peu ce qui se passe. Puis on dit, bien, c'est peut-être l'exception, mais lorsqu'on compare à d'autres mandats, mais de présidents démocrates, exemple le deuxième mandat d'Obama, le mandat de Biden, là encore, on voit vraiment que le deuxième mandat actuellement de Trump fait pâle figure parce que la communauté d'investisseurs s'est inconfortable avec une chose en particulier, c'est l'imprévisibilité. Est-ce qu'il va y avoir des tarifs? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Ça va être quoi les impacts? Ça va être quoi les impacts sur les investissements des entreprises, sur la création ou la perte d'emplois? Donc, cet inconnu-là fait qu'en ce moment, on est dans un marché qu'on appelle en anglais risk-off. Donc, on se retire du risque. Et le risk-off, il est vraiment présent parce que si on recule il y a un an, là, si on regarde un indicateur comme CNN le publie au niveau entre la crainte extrême puis l'avarice extrême, on était dans une période d'avarice. On avait vraiment un optimisme dans les marchés. Puis on l'avait même jusqu'au 1er janvier. Au 1er janvier, on regarde ça, le sentiment de marché, puis ça nous rappelle à quel point le sentiment de marché, c'est un mauvais guide d'investisseurs, puis nous, on en a parlé dans les dernières semaines. Les investisseurs disaient, la place que tu devrais être investi, c'est aux États-Unis. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Surperformance de l'indice américain depuis plus de 10 ans. Croissance économique l'année dernière exceptionnelle aux États-Unis par rapport au reste du monde. Innovation technologique, surtout en AI, c'est là que ça se passe en intelligence artificielle. Et là, on a un nouveau président qui va baisser les impôts, mettre des barrières. Donc, l'optimisme, c'était d'être là. Pendant ce temps-là, on regardait des pays comme l'Europe, les investisseurs ne voulaient pas investir là. On regarde des pays comme la Chine qui avaient leurs enjeux. Et ça faisait plusieurs années que le Canada avait un rendement qui était nécessairement beaucoup inférieur à ce qu'on pouvait retrouver aux États-Unis. Donc, ce n'était pas nécessairement attrait à investir dans cette région-là. C'est des régions géographiques qui ont été délaissées. Et en quelques semaines, on observe quoi? C'est une inquiétude qui est majeure en ce moment auprès des investisseurs, surtout au niveau de la bourse américaine, parce que, ironiquement, depuis l'arrivée de Trump, les bourses qui ont le mieux performé au premier rang, c'est la Chine. Deuxième rang, c'est l'Europe. Troisième rang, Canada. Et finalement, le dernier rang, c'est les États-Unis. Maintenant, si vous êtes un investisseur, c'est dur de rester lucide dans des périodes où il y a tellement d'imprévisibilité, puis on peut s'imaginer plusieurs scénarios possibles qui pourraient arriver en 2025. Quand on regarde que la crête est assez élevée, d'après vous, est-ce que c'est le temps de céder à la panique et suivre le sentiment de marché ou peut-être de prendre une posture qui est différente? Puis je ne parle pas ici de se sauter là, à pieds joints dans les marchés, puis avec un repli qui est là, mais qui est quand même pas sinon plus élevé d'investir dans le marché. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste, regardez votre posture. Donc, est-ce que premièrement, on se laisse emporter par la peur ou on surréagit aux nouvelles politiques qui sont très nombreuses en ce moment? Idéalement, non. Par contre, ça ne veut pas dire d'être passif, assis sur ses mains, mais c'est peut-être d'être proactif. Comment on aurait pu être proactif? On l'a mentionné souvent dans nos commentaires. On mentionnait que justement, il y avait un attrait à l'international, puis il y avait des belles escomptes, puis on voit justement ça a porté fruit. Mais maintenant, encore à l'international, est-ce qu'il y a encore du potentiel? Est-ce que c'est le début d'une tendance qui est quand même intéressante? Donc, des fois, il y a certaines sociétés canadiennes qui ont encore des bonnes escomptes par rapport à des comparables américains. Puis, par exemple, ils sont dans le secteur du service, qui sont moins sujets à des tarifs. Il y a peut-être des opportunités à explorer. Même chose en Europe. Maintenant, on voit des gouvernements et des entreprises qui vont investir massivement dans certains secteurs en particulier, puis vont encourager des entreprises européennes. Il y a encore de la place pour ces idées-là d'investissement. Donc, avez-vous diversifié assez votre portefeuille aussi à l'international? L'autre point, par contre, aux États-Unis, comme je l'ai mentionné, il y avait une prime aux États-Unis parce qu'il y avait tellement un optimisme. Mais cet optimisme-là, il a vraiment fait volte-face. Et on a des compagnies qui sont intéressantes, surtout sur le long terme, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on investit en bourse, ce n'est pas sur un horizon de 4 ans, qui est le mandat d'une Maison-Blanche, mais c'est sur un horizon de plus de 10 ans. Mais il y a des grandes tendances qui ne changeront pas.
malgré justement le changement politique qu'on observe actuellement, que ce soit des objectifs de décarbonation par divers gouvernements ou grandes entreprises, des objectifs de revenu du manufacturier, il y a le vieillissement de la population qui est présent. On a une crise de logement dans plusieurs régions. On a besoin de sécurité énergétique. On a besoin aussi de productivité agricole. Et dans certaines sociétés, même américaines, on a vu des fléchissements où on a des compagnies qui sont revenues à des multiples par rapport à leurs profits qu'il y avait en 2018. Ça, c'est en ce moment qu'on observe ça. Donc, l'idée ici, c'est de mentionner de mon objectif, c'est que c'est normal d'être craintif quand on a de l'imprévisibilité, parce que c'est un facteur de risque qu'il ne faut vraiment pas négliger. Par contre, cette crainte-là, en ce moment, est très présente. Si on est juste dirigé par cette crainte-là, ça sera un mauvais guide. Le sentiment de marché est un mauvais guide. Et de manière lucide, c'est encore le temps d'être proactif. On vous a donné quelques pistes sans faire des recommandations parce qu'on ne connaît pas la réalité de chaque personne qui écoute ces commentaires-là. Mais c'est encore le temps justement d'être proactif, opportuniste dans l'environnement qu'on va opérer, puis surtout pour le reste de l'année 2025. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.